Après la mort de ma femme et mes fils m'ont viré de la maison. Je travaillais comme chauffeur quand j'ai pris un passager à l'hôpital. Un vieil homme est entré dans la voiture et s'est figé, me regardant. Il a demandé avec une voix tremblante si j'étais une Garcia. Je lui ai dit que je l'étais. Il a commencé à pleurer et m'a dit qu'il cherchait ma famille depuis 60 ans. Il m'a emmené dans un bureau et a ouvert un vieux coffre couvert de poussière. Ses mains secouèrent alors qu'il tournait la combinaison. Il m'a dit que mon père avait sauvé sa société de la faillite en 1965, mais il n'avait jamais reçu les actions qu'on lui avait promises. Quand il a enfin ouvert ce coffre-fort et m'a montré les documents, quand j'ai vu la quantité d'argent qui s'était accumulée au fil des décennies, j'ai oublié comment respirer. Mais pour comprendre pourquoi ce moment m'a détruit et sauvé, je dois vous dire comment j'y suis arrivé. Conduite d'un taxi à 73 ans sans famille et sans espoir. 6 mois avant, j'avais une vie. Ce n'était pas parfait, mais c'était le mien. J'avais une petite maison, une femme qui était mon partenaire depuis 45 ans, et 2 fils que je pensais m'aimer. Patricia était tout pour moi. Chaque matin, elle faisait du café avec 2 cuillères de sucre. Cette odeur de café frais était ma routine, mon confort, ma maison. Quand le cancer l'a prise en mars, en moins de 3 mois, cette odeur a disparu pour toujours, et avec elle est allé tout ce que je savais. Les premiers jours après les funérailles ont été un flou de douleur et de silence. La maison qui autrefois débordait de ses rires n'avait plus que des échos. Moïse et Ethan, mes fils, sont venus me rendre visite pendant les premières semaines. Ils apportaient de la nourriture et des mots vides. Mais j'ai remarqué quelque chose de différent dans leurs yeux. Ils ne me voyaient plus comme leur père. Ils m'ont vu comme un problème qui avait besoin d'une solution. Et cette solution est arrivée un mardi après-midi, exactement un mois après avoir enterré ma femme. Moïse a frappé à ma porte avec des papiers dans sa main et une expression froide que je n'avais jamais vue sur lui auparavant. Il m'a fait m'asseoir à la table de la cuisine. Il a expliqué que la maison était au nom de Patricia, qu'elle leur appartenait maintenant légalement, et qu'ils avaient décidé de la vendre parce qu'ils avaient besoin de l'argent, de leur propre famille, de leurs propres dettes. Je leur ai demandé où ils attendaient de moi. Ethan, le plus jeune, répondit sans me regarder dans les yeux. Il a dit que je devrais chercher un petit appartement, quelque chose que je pouvais me permettre pour ma retraite. Ma pension était de $400 par mois. C'était à peine assez pour acheter de la nourriture. Je leur ai dit ça, ma voix s'est brisée. Moïse vient juste de hacher. Il m'a dit qu'ils ne pouvaient pas me soutenir, qu'ils avaient leurs propres responsabilités. C'était comme un couteau qui me tournait la poitrine. Mes propres fils, les garçons que je portais dans mes bras, que je conduisais à l'école tous les matins, me jetaient dans la rue comme si je n'étais rien. 2 semaines plus tard, je vivais dans une chambre louée qui coûte $300 par mois. C'était la taille d'un placard. Les murs étaient un jaune sale. Ça sentait l'humidité et les cigarettes des voisins. La fenêtre regardait une ruelle où les ordures s'entassaient. Il n'y avait pas de cuisine, juste une plaque chauffante électrique et un petit réfrigérateur qui faisait un bruit constant. La salle de bain a été partagée avec 3 autres locataires. Le matelas avait des sources qui ont creusé dans mon dos. C'était tout ce que je pouvais me permettre, et ça ne me laissait que $100 par mois pour la nourriture. Les nuits étaient insupportables. Je resterais éveillé à regarder les taches sur le plafond, à écouter les voisins se battre à travers les murs minces. Je me demandais comment j'avais fini ici. 73 ans de vie, 45 ans de mariage, 2 fils élevés avec amour, et j'étais là, seul et abandonné dans une pièce qui se sentait comme une cellule de prison. J'ai toujours pensé à Patricia. Je me demandais si elle pouvait me voir d'où qu'elle soit. La faim ne se soucie pas de la fierté. Après 2 semaines de manger seulement du pain et des haricots en conserve, je savais que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas survivre avec $100 par mois. J'ai signé pour être chauffeur pour une application de partage de voitures. Je pensais que personne ne m'accepterait, un homme de 73 ans en compétition avec les jeunes, mais j'ai été approuvé en 2 jours. Ils m'ont donné un autocollant pour mon pare-brise et l'accès à l'application. C'était ça. Le premier jour, j'ai failli m'écraser 3 fois. Mes mains transpiraient sur le volant. Les passagers ont été pressés, certains amis, d'autres grossiers. J'ai essayé de me concentrer sur ne pas me perdre, sur ne pas faire d'erreur. Chaque fois que je regardais dans le rétroviseur, j'ai vu un étranger, un homme éblouissant avec des cercles sombres et profonds sous ses yeux. J'avais perdu plus de 20 livres depuis la mort de Patricia. Je travaillais 12 heures par jour,
Parfois 14 heures, de 6 heures du matin à 8 heures du soir. Mes jambes gonfleraient tellement que je pouvais à peine marcher. Mon dos a brûlé avec une douleur constante, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque tour signifiait 3, 4, 5 dollars. J'ai arrêté d'acheter ce qui n'était pas nécessaire. Pas de café, pas de viande, juste du riz, des haricots et du pain bon marché. Les dimanches étaient une sorte spéciale de torture. C'étaient des jours sacrés. Patricia faisait cuire son fameux poulet rôti. Les enfants venaient avec leur famille. La maison se remplirait de rire. Maintenant, le dimanche n'était qu'un jour de travail. Un autre jour de prendre des étrangers et d'écouter des extraits de leur vie heureuse pendant que je mourais à l'intérieur. Les familles vont déjeuner ensemble. Des couples âgés se tenant la main. Chaque voyage était un douloureux rappel de tout ce que j'avais perdu. 4 mois passèrent comme ça. 4 mois de solitude, d'épuisement et de désespoir. Je n'ai reçu aucun appel de mes fils, pas un seul message. C'était comme si j'étais morte avec Patricia. Il y a eu des nuits où je pensais abandonner, mais quelque chose en moi, peut-être le souvenir de Patricia, m'a forcé à me lever tous les matins et à continuer. C'était un jeudi après-midi où ma vie a changé pour toujours. J'ai reçu une notification. Ramassé à l'hôpital général. Destination en ville. C'était un court voyage, probablement 8 dollars ou 10 dollars. J'ai généralement évité l'hôpital à cause de la circulation, mais ce jour-là j'avais besoin de chaque centime. J'ai accepté la balade et j'ai conduit à l'entrée principale. Je me suis garé dans la zone de ramassage et j'ai attendu. 5 minutes ont passé, puis 10 minutes. J'allais annuler quand j'ai vu un vieil homme sortir par gratitude. Il s'attendait à ce que je tombe partout avec merci pour leur offre magnanime. Un étrange calme m'est venu. Je leur ai souri et leur ai dit que j'aimais l'offre, mais il ne serait pas nécessaire, que j'avais trouvé un endroit décent pour vivre. Moïse a froncé, demandant comment je pouvais me le permettre sur ma pension. Je lui ai simplement dit que j'avais eu de la chance, que les choses s'étaient améliorées pour moi récemment. Ethan m'a demandé ce que je voulais dire par là, si j'avais gagné à la loterie. Il riait comme si c'était une blague impossible. Je n'ai pas ri. Je leur ai dit d'une voix calme que j'avais découvert quelque chose sur leur grand-père, Hector, quelque chose que nous n'avions jamais connu, quelque chose qui avait complètement changé ma vie. Leurs expressions sont passées de la condescendance à la curiosité. Moïse m'a demandé de quoi je parlais, et j'ai commencé à leur raconter l'histoire. L'histoire d'Arthur, du barreau en 1965, des 30 000 dollars, des actions conservées pendant 60 ans, des 32 millions de dollars qui étaient maintenant à moi. Le silence qui suivit mes paroles était absolu. Moïse et Ethan me fixèrent la bouche ouverte, incapables de traiter ce qu'ils venaient d'entendre. 32 millions de dollars. Les mots accrochés dans l'air entre nous comme quelque chose d'impossible. Ethan a été le premier à parler. Sa voix tremblait, demandant si je plaisantais. Je lui ai dit non, que c'était complètement réel, que j'avais tous les documents juridiques pour le prouver. Moïse se pencha vers l'avant, les yeux brillants. Il a commencé à parler vite, presque en trébuchant sur ses mots. Il a dit que c'était incroyable, que la famille avait reçu une énorme bénédiction, que nous devions célébrer, que nous devions faire des plans sur la façon de gérer tout cet argent ensemble en tant que famille. Ethan a crié avec enthousiasme, ajoutant qu'il pourrait m'aider à le gérer, que je ne devrais pas m'inquiéter de quelque chose, qu'il s'occuperait de moi et de la fortune. Je l'ai regardé parler de plus en plus vite, faire des plans, suggérer des investissements, calculer mentalement combien chacun d'eux obtiendrait, et je ressentais une profonde tristesse dans mon cœur. Pas de tristesse pour moi, mais pour eux, pour ce qu'ils étaient devenus, pour la façon dont l'argent avait instantanément transformé leur mépris en fausse affection. Il y a 5 minutes, ils m'offraient une chambre de domestique comme si c'était de la charité. Maintenant, ils voulaient gérer ma fortune en tant que famille unie. J'ai levé la main en les interrompant. Le silence est retombé. Je leur ai dit, ma voix calme mais ferme, que j'avais besoin d'eux pour écouter quelque chose d'important. Quand tu m'as viré de chez moi il y a 4 mois, quand tu m'as dit de trouver un appartement avec ma misérable pension, quand tu m'as abandonné sans une seconde pensée, j'ai touché le fond. J'habitais dans une pièce de la taille d'un placard qui sentait l'humidité. J'ai mangé des haricots et du pain pendant des mois parce que c'était tout ce que je pouvais me permettre. J'ai travaillé 12 heures par jour comme chauffeur à 73 ans juste pour survivre. Pendant tout ce temps, pendant ces 4 mois de souffrance absolue, je n'ai reçu aucun appel de votre part.
Pas un message qui me demande comment j'étais. Même pas à l'anniversaire de ta mère, qui était 2 mois après sa mort. Rien. Un silence total. Tu m'as effacé de ta vie comme si je n'avais jamais existé. Comme si 40 ans d'être ton père ne signifiait absolument rien. Moïse a essayé d'interrompre, mais j'ai continué. Aujourd'hui, quand vous m'avez appelé après 4 mois, j'avais de l'espoir. Espérons que vous l'aviez vraiment regretté. Je t'ai peut-être manqué. Que tu voulais peut-être récupérer ton père. Mais non, vous m'avez offert une chambre de domestique en échange du travail domestique. Comme si j'étais un employé et pas ton père. Comme si c'était de la générosité et non d'autres humiliations. Ethan a commencé à étouffer des excuses que je ne comprenais pas, qu'ils avaient de bonnes intentions, que c'était difficile pour tout le monde. J'ai encore levé la main, l'arrêtant. Je comprends parfaitement. Les actions parlent plus que les mots, et vos actions au cours des 4 derniers mois m'ont montré exactement qui vous êtes vraiment. Moïse a changé de tactique. Sa voix devint suppliante. Il a dit qu'ils avaient fait des erreurs, qu'ils étaient humains, qu'ils méritaient une seconde chance, que nous étions une famille, et la famille se pardonne. J'ai hurlé lentement. Vous avez raison, je leur ai dit. La famille doit pardonner, mais le pardon ne veut pas dire oublier, ni faire semblant de rien. Le vrai pardon exige une vraie reconnaissance du mal causé et un réel changement de comportement. Je ne te déteste pas. Je pourrais probablement te pardonner à temps, mais maintenant, j'ai besoin de distance. Je dois construire ma nouvelle vie sans la toxicité des relations basées sur l'intérêt matériel. Vous ne verrez pas un seul parfum de cet argent. C'est mon héritage de mon père. Je déciderai quoi en faire. Et ma décision n'inclut pas de vous récompenser pour m'avoir abandonné dans mon moment le plus vulnérable. Le visage de mon fils s'est transformé. Le masque du regret tomba, révélant la fureur en dessous. Moïse a frappé la table avec sa paume ouverte, faisant sauter l'argenterie. Il a dit que c'était injuste, qu'ils étaient mes fils, qu'ils avaient droit à une partie de cet héritage, qu'ils pouvaient légalement lutter pour cela. Je suis resté calme. Légalement, vous n'avez pas le droit, je leur ai dit. Les actions sont à mon nom exclusivement. Mes avocats en ont déjà pris soin. Vous pouvez essayer de poursuivre si vous voulez, mais vous ne perdrez de l'argent sur les frais juridiques. Ethan a essayé une approche différente, une voix douce et des yeux déchirants. Il a dit qu'il était désolé pour tout. Que s'il pouvait revenir dans le temps, il ferait les choses différemment. Qu'il m'aimait et que l'argent ne comptait pas. Il voulait juste récupérer son père. Je voulais le croire. Dieu sait combien je voulais le croire. Mais j'avais appris quelque chose d'important en ces mois de souffrance. Ce sont des mots faciles. Les actions montrent la vérité. Et leurs actions depuis 4 mois ont été d'abandon total. Je me suis levé de la table. J'ai pris mon portefeuille et laissé assez d'argent pour couvrir ma part de la facture pour la nourriture que nous n'avons jamais commandée. Je leur ai dit que j'espérais un jour qu'ils comprendraient que ce que mon père m'a appris par son exemple n'était pas d'accumuler de la richesse, mais de vivre avec intégrité, d'aider les autres sans attendre une récompense, de tenir des promesses même quand personne ne regarde. C'était le véritable héritage que j'avais reçu. L'argent était juste un symbole de quelque chose de beaucoup plus grand. Je leur ai dit que les portes n'étaient pas fermées pour toujours. Que si un jour ils manifestaient de véritables remords, s'ils prouvaient avec des actions et pas seulement des mots qu'ils avaient changés, peut-être pourrions-nous reconstruire quelque chose, mais ce serait à mes conditions, non par obligation ou pour de l'argent, mais parce qu'ils voulaient vraiment avoir une vraie relation avec moi. Je suis sorti du restaurant sans regarder en arrière. J'ai entendu Moïse crier quelque chose derrière moi, mais je n'ai pas arrêté. Je suis monté dans ma voiture, une nouvelle que j'avais achetée la semaine précédente, et je suis retourné chez moi. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais libre. Exempt de la douleur. À l'abri des attentes. Exemple de l'approbation de personnes qui ne le méritaient pas. Cette nuit-là, je me suis assis sur mon balcon avec une tasse de vrai café, regardant les lumières de la ville. J'ai pensé à mon père, à Arthur, à la promesse tenue pendant 60 ans, à la façon dont un acte de bonté peut voyager dans le temps, créant des ondulations qui touchent des vies des décennies plus tard. Mon père ne savait jamais que sa générosité finirait par me sauver, mais ça l'a fait. Et maintenant c'était à mon tour de décider ce que je ferais avec ce cadeau. J'ai décidé de créer une fondation au nom de mon père, la Fondation Hector Garcia, dédiée à aider les personnes âgées dans le besoin. Des gens comme moi avaient été il y a quelques mois,
sans abri, désespérés, abandonnés par leur famille. Nous leur donnerions un logement digne, de la nourriture, des soins médicaux, mais surtout de la dignité. Parce que j'avais appris que perdre ta dignité fait plus mal que perdre de l'argent. Tout l'argent n'irait pas à la fondation. Je vivrais confortablement, voyagerais, profiterais des années que j'avais quittées, mais une partie importante serait consacrée à continuer l'héritage de bonté que mon père a commencé il y a 60 ans dans un bar quand il a donné tout ce qu'il avait à un étranger sans une seconde pensée. Certaines dettes sont trop grandes pour être payées uniquement avec de l'argent, mais parfois l'argent est le seul moyen de dire merci. Je vous remercie, papa, pour m'apprendre que la vraie richesse n'est pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu donnes. Je vous remercie, Arthur, pour avoir tenu ta promesse quand il aurait été facile d'oublier. Et merci à la vie de m'avoir donné cette seconde chance de vivre avec un but et un sens. Je consacrerai le reste de mes jours à honorer l'héritage de deux hommes extraordinaires qui m'ont montré que la bonté ne meurt jamais. Il attend juste le moment parfait pour fleurir. Les portes vitrées. C'était un homme âgé, probablement de mon âge. Il marchait lentement, se penchant sur une canne en bois sombre qui semblait vieille et chère. Il portait un costume gris parfaitement pressé avec une cravate bleu marine et des chaussures qui brillaient. Ses cheveux étaient complètement blancs, peignés avec du gel. Tout à propos de lui a crié, cours d'argent. Je suis sorti pour l'aider. J'ai ouvert la porte de derrière et j'ai tendu la main. Il m'a regardé, et en ce moment, tout a changé. Il se tenait complètement immobile, son visage transformé en masque de choc absolu. Ses yeux, une lumière, un gris presque transparent, allaient large. Sa bouche s'ouvrit et la canne trembla dans sa main. Je croyais qu'il avait une crise cardiaque. Je lui ai demandé s'il allait bien, s'il avait besoin d'un médecin, mais il n'a pas répondu. Il m'a regardé comme s'il voyait un fantôme. Enfin, il a parlé. Sa voix est sortie, épaisse d'émotion. Il m'a demandé mon nom. J'étais confus, mais j'ai répondu. Je lui ai dit que mon nom était Léo Garcia. Au moment où il entendit ce nom, ses yeux pleins de larmes. De vraies larmes qui ont commencé à rouler sur ses joues. Il a répété mon nom de famille 2 fois. C'est Garcia. C'est Garcia. Comme si c'était un mot magique. Puis il a demandé avec une voix brisée si je connaissais un homme nommé Héctor Garcia. J'ai senti le monde s'arrêter. Héctor Garcia était mon père. Il était mort il y a 30 ans d'une crise cardiaque. Je lui ai dit oui, que Héctor avait été mon père, mais il est décédé il y a longtemps. Le vieux a fermé les yeux. D'autres larmes sont tombées. Il chuchotait quelque chose sous son souffle que je n'entendais pas. Puis il a ouvert les yeux et m'a regardé avec une expression qui mélangeait soulagement, tristesse et culpabilité. Il m'a dit que sa voix était ferme malgré les larmes qu'il cherchait ma famille depuis 60 ans. 60 ans. Je n'ai rien compris. Je ne connaissais pas cet homme. Je ne l'avais jamais vu, mais il parlait comme s'il connaissait des secrets sur ma famille dont je ne savais rien. Il m'a demandé de ne pas aller à la destination originale, pour l'emmener à son bureau. Il a dit qu'il avait quelque chose à me montrer, quelque chose qu'il avait gardé pendant 6 décennies, attendant ce moment, quelque chose qui avait à voir avec mon père et une dette qui n'a jamais été payée. Je ne savais pas quoi dire. Mon esprit était un tourbillon de confusion et de peur. Cet homme, cet étranger complet, pleurait devant moi, parlant de mon père comme s'il le connaissait intimement, comme s'il tenait des secrets il y a 60 ans. Je lui ai demandé qui il était, ce qu'il voulait de moi. Il essuya ses larmes avec un mouchoir blanc qu'il prit de sa poche de costume et excusa pour sa réaction. Il m'a dit que son nom était Arthur et que ce qu'il devait me montrer changerait ma vie. Il m'a demandé de lui faire confiance 1 heure de plus. 1 heure de mon temps en échange de réponses, j'avais attendu toute ma vie sans même le savoir. Quelque chose dans sa voix, dans la sincérité désespérée de ses yeux, m'a fait signe. Je l'ai aidé dans la voiture. Il s'installa soigneusement dans le siège arrière, comme si chaque mouvement lui causait de la douleur. Il m'a donné une adresse au centre-ville dans le quartier financier où se trouvaient tous les grands bâtiments d'entreprise. Pendant le trajet, aucun de nous n'a parlé. Je regardais le rétroviseur toutes les quelques secondes, essayant de comprendre ce qui se passait. Il regardait par la fenêtre avec une expression lointaine, perdue dans les souvenirs que je ne voyais pas. Le trafic était lourd comme toujours à cette heure-là. Il nous a fallu presque 40 minutes pour y arriver. J'ai finalement arrêté devant un bâtiment de 20 étages avec une façade en verre et en acier. C'était le genre d'endroit où les gens importants travaillaient, les gens avec de l'argent.
Arthur m'a demandé d'éteindre le moteur et de rentrer avec lui. J'hésitais. Je ne comprenais toujours pas ce qui se passait, mais j'étais venu jusqu'ici, et le retour en arrière semblait maintenant stupide. Je suis sorti de la voiture et je l'ai aidé. Nous marchions ensemble vers l'entrée principale. Le hall était impressionnant. Sol en marbre brillant, murs en verre, grandes plantes décoratives et pots en céramique. Il y avait un garde de sécurité derrière un bureau qui a accueilli Arthur avec un respect évident. Nous sommes montés dans un ascenseur qui sentait le bois cher et l'air frais de luxe. Arthur a appuyé sur le bouton pour le 18e étage. Les portes se sont fermées et nous avons commencé à monter en silence. Je pouvais entendre ma propre respiration. Mon cœur battait vite. Je ne savais pas si je faisais une terrible erreur ou si j'allais découvrir quelque chose d'important. Les portes de l'ascenseur ont ouvert directement dans un bureau privé. Il n'y avait ni couloir ni réception, juste une porte en bois sombre avec une plaque dorée qui lisait Arthur Mandé, président. Il a pris une clé dans sa poche et a ouvert la porte. Il m'a demandé d'y aller en premier. Le bureau était immense, le sol des fenêtres avec une vue sur toute la ville, un bureau en bois massif antique, des étagères remplies de livres en cuir, des peintures coûteuses sur les murs. Tout a crié succès, pouvoir, argent accumulé pendant des décennies. Arthur a fermé la porte et m'a demandé de m'asseoir. Il a pointé vers un canapé en cuir brun près des fenêtres. Je me suis assis lentement, me sentant complètement hors de ma place dans mes vêtements usés et mes vieilles chaussures. Il marcha vers un coin du bureau où il y avait une grande peinture, un seuscape et des nuances de bleu. Il l'a pris avec les deux mains et l'a déplacé d'un côté, révélant un coffre-fort construit dans le mur. Il était vieux, le genre que vous voyez dans les vieux films, avec un cadran combiné au centre et de la peinture verte fanée par le temps. Il m'a regardé avant de l'ouvrir. Ses yeux étaient à nouveau mouillés. Il m'a dit que ce qu'il était sur le point de me montrer avait attendu 60 ans pour ce moment, qu'il avait promis de trouver la famille Garcia et de régler une dette qu'il avait hantée toute sa vie. Puis il se tourna vers le coffre et commença à tourner le cadran à gauche, à droite, à gauche. Je pouvais entendre les clics métalliques du mécanisme. Ma respiration était devenue superficielle. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'ai senti que ma vie allait changer d'une manière que je ne comprenais pas encore. La porte sécurisée s'ouvrait avec un ruisseau de charnières rouillées. Arthur a atteint l'intérieur et sorti un vieux dossier en cuir porté au coin. Il l'a placé sur son bureau et m'a demandé de m'approcher. Je me suis levé du canapé, mes jambes tremblaient. J'ai marché jusqu'au bureau et je me suis tenu devant le dossier. Il l'ouvrit soigneusement comme si c'était quelque chose de sacré. À l'intérieur se trouvaient des documents jaunis avec des photographies en noir et blanc, et ce qui ressemblait à de vieux certificats de stock. Arthur a pris une photo et me l'a montrée. Il y avait deux jeunes hommes debout devant un petit bâtiment. L'un d'eux était clairement Arthur, probablement 50 ans plus jeune, avec des cheveux noirs et un grand sourire. L'autre homme m'a fait retenir mon souffle. Il me semblait identique. Les mêmes yeux, le même nez, la même mâchoire. Il portait une combinaison de travail et avait une main sur l'épaule d'Arthur dans un geste d'amitié. J'ai demandé qui il était, bien que je connaissais déjà la réponse. Arthur a confirmé ce que mon cœur savait déjà. Cet homme était Héctor Garcia, mon père. Je me suis assis dans la chaise en face du bureau. Mes jambes ne pouvaient plus me soutenir. Arthur s'assit aussi et commença à parler. Sa voix était douce mais claire, me racontant une histoire qu'il avait gardée pendant 60 ans, attendant le moment de la partager. Il m'a dit qu'en 1965, il était un entrepreneur de 30 ans qui avait hérité d'une petite usine textile de son père. L'usine était sur le point de faire faillite. Il avait pris de mauvaises décisions, fait confiance aux mauvais partenaires, et soudain il s'est trouvé avec d'énormes dettes qu'il ne pouvait pas payer. Les banques lui avaient refusé tous les prêts. Les créanciers le menaçaient de poursuites. Il allait tout perdre. Un soir, désespéré, il est allé dans un bar près de l'usine pour noyer ses chagrins. C'est là qu'il a rencontré mon père. Héctor a travaillé comme mécanicien dans un atelier voisin. C'était un homme simple et travailleur avec des mains et des vêtements calmés teintés de graisse, mais il avait une honnêteté à ses yeux qu'Arthur n'avait jamais vue auparavant. Ils ont commencé à parler. Arthur, ivre et désespéré, a raconté à cet étranger toute sa situation. Il lui a parlé des dettes, des créanciers, comment il allait perdre la compagnie de sa famille. Mon père a écouté en silence. Alors il a fait quelque chose qu'Arthur n'oublierait jamais. Il lui a dit qu'il avait des économies, pas beaucoup,
mais quelque chose qu'il avait économisé pendant des années pour acheter une maison un jour. Il a offert cet argent à Arthur, un parfait étranger, pour sauver sa compagnie. Arthur pensait que c'était une blague. Personne n'a fait ça. Personne n'a prêté ses économies à un étranger dans un bar. Mais mon père était sérieux. 2 jours plus tard, ils se sont rencontrés à une banque. Mon père a retiré $30 000 de son compte d'épargne et l'a donné en liquide à Arthur. $30 000 en 1965. C'était une fortune pour un mécanicien. C'était littéralement tout ce que mon père avait. Arthur, débordé de générosité, lui a promis non seulement de rembourser l'argent avec des intérêts, mais aussi de lui donner 30% des actions de la société. Une fois la situation améliorée, mon père serait un partenaire officiel. Ils ont signé un simple accord manuscrit sur une serviette en papier. Mon père a dit que rien de plus formel n'était nécessaire. Il faisait confiance à Arthur. Il croyait sa parole. Arthur a utilisé cet argent pour payer les dettes les plus urgentes. Avec la salle de respiration financière, il a pu renégocier avec d'autres créanciers. Il a obtenu de nouveaux contrats. Non seulement l'usine a survécu, mais elle a commencé à prospérer. En 6 mois, c'était déjà rentable. En 1 an, il avait doublé en taille. Arthur est allé trouver mon père pour remplir sa promesse. Il est allé à l'atelier où il travaillait. Ils lui ont dit qu'Hector Garcia avait démissionné il y a 2 mois. Personne ne savait où il était allé. Arthur l'a cherché partout. Il est allé à l'adresse qu'il avait au dossier, mais la maison était vide. Il a demandé aux voisins. Personne ne savait rien. C'était comme si mon père avait disparu de la surface de la terre. Il a engagé des enquêteurs privés. Il a publié des annonces dans les journaux. Il a offert des récompenses. Rien n'a marché. Les années passèrent et Arthur n'arrêta jamais de chercher. Sa compagnie a grandi. Il est devenu l'une des plus grandes sociétés textiles du pays. Et avec chaque année qui passe, la valeur de ses 30% d'actions a augmenté et augmenté. Mais Arthur n'a jamais vendu ses actions. Il les a gardées dans ce coffre, attendant le jour où il a pu trouver Hector Garcia ou sa famille. 60 ans. 60 ans de recherche. Et aujourd'hui, par pure chance, j'étais monté dans sa voiture. Il avait vu mon visage et immédiatement reconnu les traits de son vieil ami, l'homme qui avait sauvé sa vie alors que personne ne lui donnerait une chance. Arthur a ouvert un des documents devant moi. C'était un certificat de stock au nom de Hector Garcia. 30% de Mandé Textile Incorporated. Puis il a pris un autre document plus récent, un état du compte d'action. La valeur actuelle. Quand j'ai vu les chiffres, ma vision était floue. Ça ne pouvait pas être réel. Je ne pouvais pas voir ce que je voyais. 32 millions de dollars. C'était la valeur actuelle des actions qui appartenaient à mon père. 32 millions de dollars qui attendaient dans ce coffre depuis 60 ans. Je ne pouvais pas traiter ces chiffres. Ils ne pouvaient pas être réels. Ce devait être une erreur, une blague cruelle, une arnaque élaborée. Mais les documents étaient là, officiels, avec des sceaux légaux et des signatures comptables. Tout était légitime. Tout était réel. Mes mains tremblaient en tenant le journal. Les lettres nageaient devant mes yeux. Arthur m'a regardé en silence, me laissant traiter l'information à mon rythme. J'ai essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Ma gorge était serrée. J'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer correctement. Je me suis assis dans la chaise parce que mes jambes avaient cessé de travailler. 32 millions de dollars. Moi qui survivais avec 100 dollars par mois depuis des mois. Moi qui mangeais des haricots et du pain bon marché tous les jours. Moi qui vivais dans une pièce misérable de la taille d'un placard. Soudain, j'étais millionnaire. Arthur est venu et a mis une main sur mon épaule. Il m'a demandé si j'allais bien, si j'avais besoin d'eau ou quelque chose de plus fort. J'ai serré la tête. Je n'avais pas besoin d'eau. Je devais comprendre. Je devais savoir pourquoi mon père ne m'avait jamais rien dit à ce sujet, pourquoi il avait disparu sans prétendre ce qui lui appartenait, pourquoi il était mort pauvre alors qu'il avait une fortune qui l'attendait. Arthur semblait lire dans mes pensées parce qu'il a commencé à parler avant que je puisse demander. Il m'a dit qu'au cours de toutes ces années, il avait beaucoup réfléchi. Il avait développé des théories sur la raison pour laquelle mon père a disparu. Peut-être qu'il avait peur de tant d'argent. Peut-être qu'il ne faisait pas confiance au monde des affaires.
Quelque chose de personnel l'a peut-être forcé à quitter la ville rapidement. Peut-être était-il simplement un homme qui valorisait sa paix d'esprit plus que la richesse. Arthur ne connaissait pas la réponse, mais ce qu'il savait, c'est que Hector Garcia était l'homme le plus honorable qu'il ait jamais rencontré, un homme qui a tout donné pour aider un étranger sans rien demander en retour. Je lui ai demandé pourquoi il avait gardé les actions tout ce temps, pourquoi il ne les avait pas vendues ou utilisées après tant d'années sans nouvelles de mon père. Arthur sourit tristement. Il m'a dit qu'il avait fait une promesse. Qu'un homme sans sa parole n'est rien. Que tout le succès qu'il avait obtenu, tout l'argent qu'il avait accumulé, tout ce qu'il avait, il devait à mon père. Sans ces $30 000 en 1965, il aurait perdu l'entreprise familiale. Il aurait fini dans la rue. Mon père lui avait donné une seconde chance quand personne d'autre ne le ferait. La seule façon d'honorer cela était de tenir sa promesse. Peu importe le temps passé. Il m'a montré plus de documents, des relevés de dividendes qui s'étaient accumulés année après année, des rapports financiers montrant la croissance de l'entreprise décennie après décennie, des photographies des usines en expansion à travers le pays. Arthur avait construit un empire textile. Mandé Textile compte maintenant 43 usines dans 8 pays. Elle employait plus de 20 000 personnes. Il a généré des revenus de centaines de millions de dollars par an, et 30% de tout ce qui avait toujours appartenu à mon père. Je lui ai demandé pourquoi il m'avait reconnu si facilement. 60 ans s'étaient écoulés depuis qu'il a vu mon père. Arthur riait doucement. Il m'a dit qu'il n'avait jamais oublié ce visage. Pendant des décennies, il avait regardé la photo qu'il m'avait montrée au moins une fois par semaine. Il avait mémorisé tous les traits de mon père. Quand il m'a vu à côté de sa voiture, c'était comme voir Hector Garcia ressuscité. Les mêmes yeux, la même structure faciale, même de la même façon que j'ai incliné ma tête. Il était impossible de ne pas me reconnaître. Il savait immédiatement que je devais être son fils. Arthur marcha vers une fenêtre et regarda la ville en bas. Il m'a dit qu'il avait 85 ans, qu'il était malade depuis 2 ans. Cancer du poumon. Les médecins lui ont donné 6 mois de plus pour vivre. Il avait perdu espoir de retrouver la famille Garcia avant de mourir. Mais le destin ou Dieu ou tout ce qu'il avait mis ma voiture dans cet endroit exact à ce moment précis. C'était un miracle, la dernière chance de réaliser la promesse qu'il avait faite il y a 60 ans. Il s'est tourné vers moi avec des larmes dans les yeux. Il m'a dit que je ne savais pas combien de poids avait été enlevé de ses épaules. Que pendant 60 ans il avait porté cette dette comme une pierre dans son cœur. Que chaque succès de sa compagnie se sentait incomplet parce qu'il savait qu'il n'avait pas été en mesure de rembourser l'homme qui a rendu tout cela possible. Il pourrait enfin se reposer en paix. Il pouvait mourir en sachant qu'il avait gardé sa parole que la famille Garcia recevrait ce qui leur avait toujours appartenu. Je ne savais pas quoi dire. Les émotions m'écrasaient. Je sentais la gratitude, la confusion, la tristesse, la joie, tous mélangés dans un tourbillon impossible à séparer. J'ai pensé à mon père, à l'homme que je croyais connaître. Il avait été mécanicien toute sa vie. Il a travaillé avec ses mains jusqu'à ce que sa santé ne le permette plus. Nous avons toujours vécu modestement sans luxe, mais toujours avec ce dont nous avions besoin. Il n'a jamais parlé de cette histoire. Il n'a jamais parlé d'Arthur Mandé, d'une compagnie de textile ou d'un argent qui lui était dû. Il est mort sans réclamer cette fortune. Il est mort en paix entouré par sa famille dans un simple lit d'hôpital. Et je ne savais pas qu'il avait été un héros pour quelqu'un. J'ai parlé de mon père à Arthur. Un homme calme et travailleur, à peu de mots, mais fort. Un homme qui m'a appris, moi et mes frères, la valeur d'un travail honnête. Qui a toujours dit que la chose la plus importante dans la vie n'était pas combien vous aviez, mais comment vous traitiez les autres. Qui nous a élevés avec discipline, mais aussi avec amour. Qui est mort il y a 30 ans sans que je sache qu'il avait jamais fait quelque chose d'aussi extraordinaire que sauver une entreprise entière avec ses économies de vie. Arthur écoutait attentivement. Quand j'ai fini de parler, il a sonné lentement. Il m'a dit que ça ressemblait exactement au Hector Garcia dont il se souvenait. Un homme qui n'a pas besoin de reconnaissance ou de récompense, qui a fait la bonne chose simplement parce que c'était la bonne chose à faire, qui a apprécié son intégrité plus que toute somme d'argent. Des hommes comme ça étaient rares. C'est peut-être pour ça qu'il a disparu sans réclamer les actions. Peut-être qu'il n'a jamais tenu à la fortune. Il voulait peut-être aider quelqu'un dans le besoin et poursuivre sa vie simple et honnête. Arthur a appelé sa secrétaire sur l'interphone. Une femme d'âge moyen nommée Fiona est entrée dans le bureau avec une tablette dans les mains.
Arthur a donné ses instructions à voix basse. Elle a hurlé et est repartie. Il a expliqué qu'il contactait son équipe juridique, que nous devions faire un transfert officiel des actions à mon nom, que le processus prendrait quelques jours en raison de tous les documents requis, mais il s'assurerait que tout était fait correctement. Il m'a aussi dit que je pouvais vendre les actions si je le voulais, les garder et recevoir des dividendes, ou toute combinaison des deux. C'était entièrement ma décision. Je ne pouvais pas penser clairement. 32 millions de dollars. La figure ne cessait de répéter dans mon esprit comme un disque cassé. J'ai pensé à ma misérable chambre, à mon travail de chauffeur, à mes fils qui m'avaient abandonné. Au cours des 6 derniers mois de souffrance et d'humiliation, tout cela s'est terminé en un instant. Ma vie avait complètement changé en moins d'une heure. Mais le plus étrange, c'est que ce que j'ai ressenti le plus n'était pas le bonheur de l'argent. C'était une profonde tristesse pour mon père. Pour ne pas l'avoir vraiment connu, pour ne pas avoir connu son héroïsme alors qu'il était vivant, Arthur semblait comprendre. Il m'a dit que ce que mon père avait fait pour lui ne concernait pas l'argent. Il s'agissait du caractère, de la gentillesse, de la volonté d'aider un autre être humain dans son moment le plus sombre qui ne pouvait être acheté ou vendu. C'était le véritable héritage d'Hector Garcia, et cet héritage vivait en moi parce que j'étais son fils. J'ai porté son sang, ses traits, probablement beaucoup de ses qualités que je n'avais pas encore découvertes. L'argent n'était que la manifestation physique d'une dette morale. Mais la vraie fortune était de savoir que je venais d'un homme si extraordinaire. J'ai demandé si je pouvais garder la photo, celle de lui et de mon père, devant l'usine. Arthur sourit et me le donna immédiatement. Il m'a dit qu'il avait des copies, que cette photographie était sur son bureau depuis 60 ans, qu'il l'avait regardée des milliers de fois, se souvenant de l'ami qui lui a sauvé la vie. Maintenant, c'était juste que je l'ai. Je l'ai pris avec des mains tremblantes et je l'ai regardé de près. Mon père, si jeune, avec toute sa vie devant lui, souriant sincèrement à la caméra. Il ne savait pas à ce moment-là qu'il venait de changer le destin de quelqu'un d'autre. Il ne savait pas que des décennies plus tard son acte de bonté aurait encore des répercussions. Il était juste lui-même, un homme bienfaisant une bonne chose. Fiona retourna au bureau, suivie d'un homme plus âgé vêtu d'un costume sombre et portant une mallette en cuir. Arthur l'a présenté comme Steven, son avocat personnel et le directeur juridique de la compagnie pendant 30 ans. Steven m'a accueilli avec une poignée de main ferme et m'a regardé avec un mélange de curiosité et de respect. Arthur lui a rapidement expliqué la situation. Steven a hurlé comme si c'était quelque chose qu'il attendait depuis des années. J'ai alors réalisé qu'il savait probablement à propos de cette histoire, aussi, que probablement beaucoup de gens dans le cercle intérieur d'Arthur savaient sur l'encours de la dette à Hector Garcia. Steven ouvrit sa mallette et sortit plusieurs documents. Il a expliqué d'une voix professionnelle mais gentille qu'ils auraient besoin de mon identification officielle, preuve d'adresse, certificat de naissance, et l'acte de décès de mon père pour traiter le transfert légal des actions. Il devrait aussi faire un test ADN pour confirmer sans aucun doute que j'étais le fils d'Hector Garcia. C'était une procédure standard pour les transferts de cette ampleur. Ce n'était pas qu'il doutait de mon identité, mais légalement il devait se couvrir de tout défi futur possible. Je lui ai dit que je comprenais que je ferais tout ce qui était nécessaire. Steven a souri et m'a dit que le processus prendrait environ 2 semaines. Pendant ce temps, Arthur m'avait autorisé une avance pour couvrir les besoins immédiats. 50 000 $ qui seraient déposés sur mon compte le lendemain. J'ai failli tomber de ma chaise. Prends les bons dollars. C'était plus d'argent que je n'avais jamais vu de toute ma vie. Steven m'a remis des formulaires bancaires pour remplir mes informations. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine écrire. Arthur se leva de sa chaise avec effort, se penchant sur sa canne. Il marcha vers moi et étendit sa main. Quand je l'ai secoué, il a placé son autre main sur le dessus, formant une poignée chaude et à 2 mains. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit que sa vie était bénie le jour où il a rencontré mon père. Que tout ce qui lui était arrivé après cette rencontre dans le bar, il devait à la générosité d'un mécanicien qui n'avait aucune obligation de l'aider. Qu'il avait passé 60 ans à souhaiter pouvoir regarder Hector Garcia dans les yeux et vous remercier. Il ne pouvait plus faire ça, mais il me le disait. Merci d'être le fils de cet homme extraordinaire. Merci d'être venu quand j'avais déjà perdu espoir. Merci de me laisser mourir en paix. Ma voix s'est brisée quand j'ai essayé de répondre. Je lui ai dit que c'était moi qui devrais être reconnaissant. Que je n'avais pas de mots pour exprimer ce que je ressentais. Arthur secoua la tête.
Il m'a dit de ne pas le remercier. Que ce n'était pas de la générosité de sa part. C'était la justice. C'était une promesse. Il payait une dette qui aurait dû être payée il y a 6 décennies. Il avait seulement été le gardien de quelque chose qui avait toujours appartenu à ma famille. J'ai passé l'heure suivante à remplir des formulaires et à répondre aux questions de Steven. La date de naissance de mon père, le lieu de naissance, les noms de parents, toutes les informations généalogiques que je pourrais fournir. Steven a pris des notes méticuleuses sur sa tablette. Il a expliqué qu'il commencerait immédiatement l'enquête juridique pour s'assurer qu'aucun autre héritier ne pouvait réclamer les actions. Je lui ai dit que j'avais 2 fils, Moïse et Ethan. Steven a écrit leurs noms et m'a demandé si je voulais les inclure dans le transfert. J'ai été silencieux pendant un moment en pensant à eux, à la façon dont ils m'avaient traité, à la façon dont ils m'avaient renvoyé de chez moi sans remords. J'ai dit à Steven non, que les actions seraient transférées seulement à mon nom, que je déciderais plus tard quoi faire avec l'héritage. Steven a hurlé sans jugement et a noté ma décision. Arthur m'a regardé depuis sa chaise. Je pense qu'il a compris qu'il y avait de la douleur derrière cette décision, mais il n'a pas demandé. Il a hurlé silencieusement comme s'il me soutenait. Lorsque nous avons fini la paperasse, Arthur a insisté pour que Fiona me ramène à ma voiture, qui était garée devant l'hôpital. J'ai protesté, disant que je pouvais prendre un taxi, mais il ne voulait pas de non pour une réponse. Il a dit qu'il avait déjà attendu 60 ans. Le moins qu'il puisse faire, c'est de m'assurer que je rentre en sécurité. Fiona était une femme efficace et gentille. Pendant le trajet, elle a demandé si j'allais bien, si j'avais besoin qu'on s'arrête quelque part. Je l'ai remercié, mais je voulais juste aller à ma voiture. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, j'ai vu ma vieille voiture garée dans la zone de collecte des patients. J'ai réalisé quelque chose de surréaliste. Il y a 2 heures, j'étais un chauffeur désespéré qui ramassait des passagers pour survivre. Maintenant j'étais millionnaire. Rien n'avait changé physiquement. La voiture était la même. J'étais la même, mais tout était complètement différent. Fiona m'a remis une carte de visite avec le numéro direct de Steven et m'a dit de l'appeler si j'avais des questions ou si j'avais besoin de quelque chose. Elle m'a souhaité bonne chance et est partie. Je suis resté près de ma voiture pendant plusieurs minutes, sans savoir quoi faire. Les gens venaient de l'hôpital. Les ambulances sont arrivées avec des sirènes qui lamentaient. La vie a continué comme normal pour tout le monde sauf moi. J'ai pris la photo qu'Arthur m'avait donnée. J'ai regardé mon jeune père souriant. J'ai essayé d'imaginer le moment où il a décidé de donner toutes ses économies à un étranger. Qu'est-ce qu'il avait dans l'esprit? S'il avait peur, s'il hésitait ou s'il voyait simplement quelqu'un qui avait besoin d'aide et qui agissait sans trop penser parce que c'était la bonne chose à faire. Je suis monté dans la voiture et je me suis assis sur le siège du conducteur avec mes mains sur le volant. Mon téléphone bourdonnait avec les notifications de l'application. Il y avait des demandes de transport qui attendaient, des gens qui avaient besoin de transport. J'ai regardé les notifications et ensuite regardé la photo de mon père. J'ai pensé à tout ce qui venait de se passer. Au sujet d'Arthur qui pleure quand il m'a vu. À propos du vieux coffre. À propos des documents jaunes. Sur les 32 millions. Sur ma vie misérable depuis quelques mois. À propos de mes fils qui m'ont abandonné. À propos de Patricia qui n'était plus là pour voir ça. J'ai démarré le moteur et je suis retourné dans ma chambre. Le trafic était lourd et le soleil commençait à se coucher. Les lumières de la ville s'allument un par un. J'ai pensé que ma vie serait complètement différente dans quelques semaines. Je pourrais acheter une maison, une nouvelle voiture, des vêtements décents, de la vraie nourriture. Je pourrais arrêter de travailler. Je pourrais vivre avec dignité pour le reste de mes jours. Mais l'étrange chose était qu'aucune de ces choses ne m'excitait. La seule chose que je ressentais était un trou profond dans ma poitrine, une tristesse pour mon père, parce qu'il n'avait pas su qui il était vraiment, parce qu'il n'avait pas pu lui dire que j'étais fier de lui pendant qu'il était vivant. Je suis arrivé à mon immeuble alors qu'il faisait déjà nuit. J'ai monté les escaliers jusqu'à ma chambre au 3e étage. J'ai ouvert la porte et l'odeur de l'humidité m'a accueilli comme toujours. J'ai allumé la lumière et regardé autour. Le lit non fait, l'assiette chaude sale, les murs teintés. Tout semblait encore plus malheureux maintenant que je savais que je le quitterais bientôt. Je me suis assis sur le lit et j'ai placé la photo sur la table. J'ai regardé mon père pendant longtemps. Enfin, j'ai parlé à haute voix, même si personne d'autre n'était dans la pièce. Je lui ai dit,
merci. Merci d'être ce que vous étiez. Merci pour votre gentillesse. Merci de me donner ce cadeau sans même le savoir. Merci de m'avoir enseigné par votre exemple, même si je ne l'ai pas compris jusqu'à maintenant. Je suis arrivé dans ma chambre et j'ai mis la photo de mon père sur la petite table à côté du lit. Je l'ai regardé pendant des heures, essayant de comprendre qui était vraiment cet homme. Le simple mécanicien que je connaissais n'était qu'une partie de l'histoire. Il y avait une autre dimension pour lui que je n'avais jamais vue. Un homme capable de tout donner pour aider un étranger. Un homme dont l'acte de bonté avait traversé 6 décennies pour me trouver dans mon moment le plus sombre. Les heures passèrent lentement. Chaque fois que j'ai fermé les yeux, j'ai vu le visage d'Arthur pleurer, les documents jaunes, les nombres impossibles, 32 millions de dollars. Les mots répétés dans mon esprit comme une prière. Je me suis levé plusieurs fois pour vérifier mon portefeuille pour confirmer que j'avais la carte de Steven, que tout avait été réel et pas un rêve élaboré né de désespoir. J'ai fait un café instantané sur l'assiette chaude électrique quand le soleil est venu. C'était horrible, mais c'était tout ce que j'avais. À 9 heures du matin, j'ai appelé Steven. Il a répondu sur la deuxième bague avec une voix professionnelle mais gentille. Il m'a demandé comment j'étais et si j'avais pu me reposer. Je lui ai dit la vérité, que j'avais à peine dormi. Il a glissé doucement et m'a dit que c'était tout à fait normal après avoir reçu des nouvelles aussi choquantes. Il a confirmé que l'avance de 50 000 dollars serait déposée dans mon compte le jour avant midi. Il m'a demandé si j'avais un compte en banque. Je lui ai dit oui, mais il n'y avait que 15 dollars dedans. Steven m'a demandé de venir à son bureau cet après-midi pour commencer la paperasse officielle. J'avais besoin d'apporter ma carte d'identité officielle, mon acte de naissance si je l'avais, et tout document qui a prouvé ma relation avec Hector Garcia. J'avais très peu. Ma carte d'électeur épuisée, un ancien certificat de naissance que j'avais conservé pendant des années sans raison particulière, et quelques photos de mon père de mon enfance. Steven m'a assuré que ce serait suffisant pour commencer. Son équipe s'occuperait d'obtenir le certificat de décès et d'autres documents officiels nécessaires. J'ai passé la matinée à organiser les quelques documents importants que j'avais. Ils étaient stockés dans une boîte poussiéreuse sous le lit. J'ai trouvé l'acte de naissance plié et jaune. J'ai trouvé de vieilles photos de mon enfance, de Patricia quand elle était jeune et belle, de mes fils quand ils souriaient des bébés. J'ai trouvé l'identité de mon père, que j'avais gardée après sa mort il y a 30 ans. En le voyant, j'ai senti une bosse serrée dans ma gorge. Il était, plus jeune que je ne me souvenais de lui, regardant sérieusement la caméra avec ses yeux que je voyais chaque matin dans ma propre réflexion. À 11 ans, mon téléphone bourdonnait avec une notification bancaire. Un dépôt de 50 000 dollars avait été crédité sur mon compte. J'ai regardé l'écran, incapable de traiter ce que je voyais. J'ai rafraîchi l'application 3 fois de suite pour m'assurer que ce n'était pas une erreur système. L'argent était là, réel, disponible. Je pourrais le retirer si je le voulais. 50 000 dollars qu'il y a 24 heures auraient semblé être un fantasme impossible. J'ai quitté la chambre et j'ai marché jusqu'à la banque la plus proche. Je devais le voir de mes propres yeux pour le confirmer physiquement. La branche était à 6 pâtés de maison. J'ai marché nerveusement, transpirant malgré la forte climatisation. J'étais dans la file, attendant mon tour. Quand je suis arrivé à la caissière, je lui ai demandé de vérifier mon solde. Elle a dactylographié sur son ordinateur et m'a regardé avec une expression complètement différente de la normale, plus respectueuse, presque vénérée. Elle a confirmé le montant exact, 50 215 dollars. Les 215 dollars étaient le malheureux solde que j'avais avant. J'ai demandé à retirer 1000 dollars en espèces. Elle a traité la transaction sans poser de questions et m'a remis 10 nouvelles factures de 100 dollars. J'ai quitté la banque avec cet argent dans mon portefeuille, me sentant comme si le monde entier pouvait voir le changement en moi, même si à l'extérieur j'étais toujours le même vieil homme avec des vêtements usés et des chaussures cassées. J'ai marché dans la rue principale en regardant tout avec de nouveaux yeux. Les magasins, les restaurants, les gens font du shopping sans soin. Tout semblait différent maintenant que j'avais de l'argent dans ma poche. Je suis allé dans un restaurant que j'avais toujours regardé de l'extérieur mais n'avais jamais mangé parce que les prix étaient trop élevés pour mon budget. Je me suis assis à une table près de la fenêtre. J'ai commandé un petit déjeuner complet sans regarder le prix. Œufs brouillés au jambon, bacon croustillant, toast au beurre, jus d'orange fraîchement pressé, véritable café servi dans une tasse de porcelaine. Quand la nourriture est arrivée, j'ai dû retenir les larmes.
Ça faisait des mois que je n'avais rien mangé de tel. Le goût du bacon salé, le café aromatique chaud, les œufs doux et parfaits. Tout a goûté comme une bénédiction, comme la dignité retrouvée. Après le petit déjeuner, j'ai marché jusqu'à un magasin de vêtements. J'avais besoin de quelque chose de bien à porter au bureau de Steven cet après-midi. Je ne pouvais pas venir dans les vieux vêtements tachés que je portais depuis des mois de misère. J'ai acheté une paire de pantalons gris foncé, une chemise blanche repassée et des chaussures noires qui n'étaient ni déchirées ni usées. Le total était de $180. Il y a une semaine, cette dépense aurait détruit tout mon budget. Je l'ai à peine senti. J'ai payé en liquide et j'ai quitté le magasin avec les sacs dans la main. Se sentant un étrange mélange de soulagement et de culpabilité pour avoir dépensé de l'argent sur moi-même, je suis retourné dans ma chambre et changé, je me regardais dans le petit miroir brisé qui penchait mal sur le mur humide. Dans de nouveaux vêtements, j'avais l'air différent, plus digne, moins vaincu, moins invisible. Mais j'étais toujours moi. Le même homme qui vivait dans la misère absolue. Le même homme dont les fils l'avaient abandonné sans une seconde pensée. Les nouveaux vêtements n'ont pas changé la douleur. Mais c'était un début. Un premier pas vers quelque chose de mieux. J'ai pris un taxi pour le bureau de Steven. C'était dans le même immeuble imposant où j'avais été la veille avec Arthur, mais sur un autre étage. L'élégante réceptionniste m'attendait avec un sourire professionnel. Elle m'a conduit directement dans une grande salle de conférence avec une table en acajou et des chaises en cuir. Steven était déjà assis avec plusieurs documents organisés devant lui. Il m'a accueilli chaleureusement comme si nous étions de vieux amis et m'a fait asseoir sur la chaise principale. Nous avons passé les 2 heures suivantes à examiner la paperasse sans fin. Il a patiemment expliqué chaque document avant que je le signe. Les déclarations sous serment, les formulaires d'identification officielle, les autorisations pour la recherche généalogique exhaustive, le consentement pour les tests ADN. Tout devait être parfait et légal pour que personne ne puisse remettre en question mon droit aux actions à l'avenir. Un technicien médical est arrivé au milieu de l'après-midi pour prendre mon échantillon d'ADN. C'était rapide et sans douleur. Un tampon s'est frotté à l'intérieur de ma joue pendant 30 secondes, et c'était tout. Steven a expliqué qu'il comparait mon ADN avec des échantillons obtenus à partir des anciens dossiers médicaux de mon père. L'hôpital où il est mort il y a 30 ans a gardé des dossiers sur tous les patients décédés. Il suffirait de confirmer la relation génétique directe sans aucun doute. Les résultats nécessiteraient environ une semaine de traitement. En attendant, Steven et son équipe avaient commencé à creuser au fond de l'histoire de mon père. Ils avaient trouvé de vieux dossiers d'emploi montrant qu'Hector Garcia avait effectivement travaillé comme mécanicien dans plusieurs ateliers urbains entre 1960 et 1980. Ils avaient trouvé son certificat de mariage à ma mère décédée. Ils avaient trouvé nos actes de naissance, les miens et ceux de mes 2 frères qui sont morts jeunes. Tout correspondait parfaitement à l'histoire qu'Arthur avait racontée avec des larmes dans les yeux. Il n'y avait pas de fraude. Il n'y avait pas d'erreur. Tout était tout à fait légitime. Steven a posé des questions sur ma situation actuelle avec une réelle inquiétude dans sa voix. Je lui ai tout dit, ne laissant aucun détail douloureux. Sur Patricia et le cancer qu'il a pris en 3 mois. À propos de Moïse et Ethan qui m'ont chassé de ma maison pour la vendre. À propos de la misérable chambre dans laquelle je vivais pendant $300 par mois. À propos de travailler comme chauffeur à 73 ans juste pour pouvoir manger quelque chose chaque jour. Il écoutait en silence complet, parfois en hurlant d'une expression sérieuse. Quand j'ai terminé mon histoire, Steven s'est penché vers l'avant et a dit quelque chose qui me remplissait d'espoir. Il m'a dit que toutes ces souffrances seraient finies très bientôt, que dans 2 semaines au plus, j'aurais un accès complet et légal aux actions héritées, que je pourrais les vendre toutes si je voulais de l'argent liquide immédiat, vendre juste une partie, ou les garder complètement, et vivre des dividendes annuels généreux. Il a expliqué que les dividendes annuels de ce paquet d'actions étaient d'environ $2 millions par année. 2 millions sans avoir à vendre quoi que ce soit, sans toucher la capitale principale. 2 millions par an. Moi, qui avais vécu avec une pension de $400 par mois, moi qui avais mangé des haricots et du pain pendant des mois pour survivre. Je ne pouvais pas traiter ces chiffres. C'était comme s'il parlait une autre langue. Steven a dû remarquer mon expression choquée parce qu'il s'est arrêté et m'a demandé si j'avais besoin d'eau ou d'un moment pour traiter l'information. J'ai hurlé et il a appelé son assistant pour apporter de l'eau froide. J'ai bu lentement, essayant de calmer mon esprit de course. Steven a attendu patiemment sans me faire pression. Quand j'ai enfin retrouvé un peu de calme, il a continué à expliquer les options.
Il a vivement recommandé d'embaucher un conseiller financier personnel de confiance. Il m'a donné une liste avec les noms de 3 professionnels qui travaillaient avec des clients de grande valeur, des gens qui pouvaient m'aider à gérer la fortune intelligemment et à la protéger des mauvaises décisions ou des arnaques qui apparaîtraient inévitablement quand ils entendaient parler de ma nouvelle situation. Il m'a aussi averti de quelque chose d'important. Il m'a dit de ne pas prendre de décisions précipitées motivées par l'émotion du moment, de ne pas acheter de grandes choses immédiatement, de ne pas parler trop de l'argent encore, de laisser les réalités sombrer pendant quelques semaines avant d'apporter des changements radicaux dans ma vie. Il a expliqué qu'il avait vu des cas de personnes qui ont hérité de fortune et les ont perdues en plusieurs mois en prenant des décisions stupides trop rapidement. Il ne voulait pas que je sois une de ces tristes histoires. Je l'ai remercié pour le conseil et promis d'être prudent. Puis je lui ai demandé quelque chose qui me dérangeait depuis la veille. J'ai demandé à propos d'Arthur, comment il était après notre rencontre, si cela avait été trop pour lui émotionnellement, compte tenu de son état de santé délicat. Steven sourit tristement, mais aussi avec un soupçon de paix dans ses yeux. Il m'a dit qu'Arthur était meilleur qu'il ne l'avait été depuis des années, que le cancer progressait toujours sans relâche, mais maintenant il pouvait affronter la mort sans ce poids énorme sur sa conscience. Il m'a dit qu'Arthur avait appelé sa famille la veille pour partager ses nouveaux enfants et petits-enfants. Il leur avait raconté toute l'histoire de Hector Garcia. Et comment il avait finalement trouvé sa famille après 60 ans de recherche constante. Il avait pleuré avec bonheur au téléphone. Il leur avait dit qu'il pouvait mourir en paix maintenant qu'il avait tenu la promesse la plus importante de sa vie. Steven m'a dit qu'Arthur m'était profondément reconnaissant d'être venu exactement quand je l'ai fait, qu'il considérait cela comme un miracle, la réponse à 60 ans de prière désespérée. J'ai demandé à Steven de dire quelque chose à Arthur. Que moi aussi j'étais reconnaissant au-delà des mots. Que j'ai parfaitement compris ce qu'il avait fait en gardant cette promesse pendant 6 décennies. C'était quelque chose d'extraordinaire et rare dans ce monde. Que mon père avait bien choisi qui aidait ce jour-là au bar. Steven a promis qu'il transmettrait le message mot pour mot. J'ai quitté le bureau vers 5 heures de l'après-midi. Le soleil était encore brillant dans le ciel clair. La ville bourdonnait avec la forte circulation des heures de pointe. Des milliers de personnes rentrent chez elles après le travail. J'ai marché sans but pendant un bon moment en pensant à comment ma vie avait complètement changé en moins de 48 heures, sur comment l'acte de gentillesse de mon père il y a 60 ans avait voyagé dans le temps pour me sauver dans mon moment le plus sombre et le plus désespéré. C'était comme s'il avait su d'une manière ou d'une autre qu'un jour j'aurais besoin de ce don, comme s'il avait planté une graine invisible qui portait finalement des fruits des décennies après sa mort. Je me suis arrêté dans un petit carré et je me suis assis sur un banc sous un grand arbre. J'ai pris la photo qu'Arthur m'avait donnée. J'ai regardé mon jeune père sourire à côté de son ami. 2 hommes qui ne savaient pas qu'ils créaient une histoire qui durerait toute une vie. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais regardé mon père travailler à l'atelier automobile quand j'étais enfant. Ses mains toujours sales avec de la graisse, ses vêtements tachés, son dos penché sur les moteurs. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais parlé de sacrifice. Il a fait son travail jour après jour avec une dignité tranquille. Maintenant, j'ai compris que cet homme humble avait été capable d'une telle générosité qu'il avait sauvé la vie d'une autre personne et qu'il ne s'en était jamais vanté. Il n'en a jamais parlé. Il a continué à vivre sa vie simple et honnête. Je me demandais pourquoi il n'avait jamais réclamé les actions. Pourquoi il a disparu sans chercher ce qui était légalement le sien. Arthur avait spéculé que peut-être il avait peur de l'argent, que peut-être quelque chose de personnel l'avait forcé à quitter la ville rapidement. Mais je connaissais mon père mieux que ça. Je pense qu'il ne se souciait pas de la fortune. Il avait aidé Arthur parce que c'était la bonne chose à faire, pas parce qu'il attendait une récompense. Et quand il a vu qu'Arthur allait bien et que la compagnie était en plein essor, il a probablement senti que son travail était fait. L'argent n'a jamais été le but pour lui. Cela m'a fait réfléchir sur moi-même, sur quel genre d'homme j'étais comparé à mon père. J'avais passé ces derniers mois à me sentir comme une victime, à blâmer mes fils, à me plaindre de ma chance, à sombrer dans la pitié. Mais mon père avait eu des difficultés avec la grâce et la générosité. Il avait donné quand il n'était pas obligé. Il avait aidé quand il aurait pu regarder de l'autre côté. C'est le véritable héritage qu'il m'a laissé. Pas l'argent, l'exemple de la façon de vivre avec honneur. Le soleil a commencé à se coucher, empeignant le ciel orange et violet. Je me suis levé du banc et je suis revenu vers ma chambre. Pour la dernière fois, j'ai monté ces escaliers usés. Pour la dernière fois, j'ai ouvert la porte qui a conduit à ma prison temporaire.
J'ai regardé autour de la chambre misérable, le lit coulé, les murs tachés, l'assiette chaude sale. Dans 2 semaines, je serais sorti de là pour toujours. Mais étrangement, je ne sentais plus la haine pour cet endroit. C'était mon refuge quand je n'avais rien d'autre. Il m'avait gardé en vie pendant les mois les plus sombres. Je me suis assis sur le lit et j'ai regardé la photo de mon père. Je lui ai parlé à haute voix, mais je savais qu'il ne pouvait pas m'entendre. Je lui ai dit que j'avais enfin compris que j'avais vécu toute ma vie sans savoir qui il était vraiment, qu'il m'avait donné un cadeau qui allait au-delà de l'argent. Il m'avait montré que la vraie richesse réside dans la façon dont nous traitons les autres, dans la bonté que nous laissons dans le monde, dans les promesses que nous tenons, même quand personne ne regarde. Je lui ai promis d'essayer d'être digne de son héritage, que j'utiliserais ce don d'une manière qui le rendrait fier. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que pendant des mois. Non pas parce que je savais que j'étais riche, mais parce que j'ai enfin compris quelque chose d'important dans ma vie et dans l'homme qui m'a donné la vie. J'ai rêvé que mon jeune père travaillait dans le magasin. Dans le rêve, il se tourna vers moi et sourit. Il n'a rien dit. Il sourit avec cette expression calme qu'il avait toujours, comme s'il connaissait un secret dont le reste du monde ne savait rien. Les jours suivants se passèrent dans une étrange brume. Je vivais toujours dans la même pièce misérable, mais maintenant avec $50 000 dans mon compte en banque. J'étais toujours la même personne, mais tout avait changé en interne. Je me sentais différent. J'ai marché différemment. Je n'ai plus traîné mes pieds avec la tête baissée. J'ai regardé droit devant avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Espérons. Récupérer la dignité. Un avenir qui vaut la peine de vivre. Steven m'a appelé tous les 2 jours pour me tenir au courant des progrès. Les résultats ADN étaient arrivés. Une confirmation positive de 99,9% que j'étais le fils biologique de Hector Garcia. Les documents juridiques sont traités par les notaires et les autorités compétentes. Tout progressait comme prévu. Dans une autre semaine, peut-être 10 jours, les actions seraient officiellement transférées à mon nom. Alors je pourrais décider quoi faire d'eux. J'ai beaucoup réfléchi ces jours-là. J'ai fait le tour de la ville pendant des heures, réfléchissant sur ma vie, sur les décisions que j'avais prises, sur la personne que j'avais été, sur qui je voulais être avec cette seconde chance que la vie me donnait. Je pensais constamment à mes fils, à Moïse et à Ethan, à la façon dont ils m'avaient traité. Une partie de moi voulait les appeler et frotter ma nouvelle fortune dans leur visage, pour leur montrer que j'avais bien fait malgré leur abandon. Mais une partie plus sage de moi savait que ce serait petit et petit. Ce n'était pas ce que mon père aurait fait. Un après-midi, près de 2 semaines après avoir rencontré Arthur, Steven m'a appelé avec des nouvelles. Sa voix semblait sérieuse, mais avec un ton de tristesse qui m'a fait craindre le pire. Il m'a dit qu'Arthur était décédé ce matin-là, paisiblement chez lui, entouré de sa famille. Le cancer l'avait finalement battu. Mais Steven m'a assuré qu'Arthur était mort heureux. Il avait tenu sa promesse. Il avait trouvé la famille Garcia. Il avait payé sa dette. Ses dernières paroles avaient été de gratitude envers mon père et moi pour être venu quand je l'ai fait. J'ai raccroché le téléphone et pleuré. J'ai pleuré pour un homme que je connaissais depuis 1 heure, mais qui avait complètement changé ma vie. J'ai pleuré pour l'amitié qu'il avait avec mon père il y a 60 ans. J'ai pleuré pour la promesse tenue toute ma vie. J'ai pleuré pour la bonté qui existait encore dans ce monde malgré tout. Arthur Mandé avait été un homme extraordinaire, et j'avais eu le privilège de le connaître, même si peu avant son départ. 3 jours plus tard, Steven m'a convoqué dans son bureau pour le transfert final. Je suis arrivé tôt, habillé des vêtements que j'avais achetés des semaines auparavant. La réceptionniste m'a conduit dans la même salle de conférence où nous avions déjà travaillé. Steven était là avec 2 autres avocats et un notaire public. Sur la table était une pile de documents parfaitement organisés. Tout était prêt. Tout ce qui manquait était ma signature aux endroits indiqués. On a passé 1 heure à signer des papiers. Ma main tremblait légèrement avec chaque signature. Le notaire a constamment vérifié mon identification. Les avocats ont expliqué chaque document avant de le signer. Acte de transfert de propriété, certificat d'actions actualisé, documents fiscaux, autorisation bancaire. C'était accablant, mais Steven m'a patiemment guidé à chaque étape du processus. Enfin, tout a été fait. Les documents signés, les copies certifiées, tout ce qui est légal et officiel. Steven m'a remis un gros dossier en cuir avec tous mes documents d'origine.
Il m'a dit que j'étais maintenant officiellement propriétaire de 30% de Mandé Textile, l'un des principaux actionnaires de l'une des plus grandes sociétés textiles du pays. Il a expliqué que le conseil d'administration voudrait me rencontrer bientôt pour me présenter officiellement, que je pourrais assister aux réunions des actionnaires si je voulais ou nommer un représentant, que j'aurais une voix et un vote dans des décisions importantes de la société. Mais la chose la plus importante était que j'avais des options. Je pourrais vendre les actions immédiatement. Plusieurs acheteurs ont déjà exprimé leur intérêt à les acquérir. La valeur marchande actuelle était de 32 millions de dollars, mais je pourrais probablement négocier pour plus. Ou je pouvais conserver les actions et recevoir les dividendes annuels qu'il avait déjà mentionnés, 2 millions de dollars chaque année sans toucher au capital principal. Ou je pourrais faire une combinaison, vendre une partie pour de l'argent et garder le reste pour un revenu passif à long terme. J'ai dit à Steven que j'avais besoin de temps pour penser que la décision était trop grande pour être impulsive. Il était d'accord. Il m'a de nouveau recommandé de contacter l'un des conseillers financiers de sa liste, afin qu'il puisse m'aider à structurer un plan intelligent basé sur mes besoins et objectifs de vie. Je lui ai promis que je le ferais. J'ai quitté le bureau avec le dossier en cuir sous mon bras, sentant le poids de ce qu'il contenait. Pas le poids physique, mais le poids émotionnel. Ces documents représentent l'aboutissement d'une histoire qui a commencé il y a 60 ans. Ils représentaient le sacrifice de mon père, la gratitude d'Arthur, une promesse tenue pendant des décennies. Et maintenant tout cela reposait dans mes mains. C'était ma responsabilité d'honorer cet héritage. J'ai marché vers un parc voisin et je me suis assis sur un banc. J'ai ouvert le dossier et regardé les documents, mon nom écrit sur chacun. Léo Garcia, propriétaire de millions. C'était surréaliste. Il y a un mois, je conduisais un taxi 12 heures par jour pour acheter des haricots. Maintenant j'étais millionnaire. Mais l'étrange chose était que je ne me sentais pas euphorie incontrôlée. J'ai senti quelque chose de plus profond. Responsabilité, gratitude, désir de faire quelque chose de significatif avec ce don. J'ai pensé à ce qu'Arthur m'avait dit ce premier jour. Que mon père avait apprécié son intégrité plus que n'importe quelle somme d'argent. Qu'il avait aidé sans attendre une récompense. C'était le vrai message. L'argent était important. Bien sûr, ça me donnerait sécurité et confort pour le reste de ma vie. Mais ce qui était vraiment précieux était l'exemple que mon père avait donné. La leçon sur la façon de vivre avec honneur et gentillesse même quand personne ne regarde. J'ai sorti mon téléphone et regardé mes contacts. Il y avait les noms de Moïse et Ethan. Mes doigts planaient sur l'écran. Je pourrais les appeler, leur dire tout. Une partie de moi voulait voir leur réaction, pour voir s'ils regrettaient comment ils m'avaient traité, pour voir s'ils voulaient soudainement être de nouveau mes fils maintenant que j'avais de l'argent. Mais j'ai rangé le téléphone. Ce n'était pas le moment. D'abord, je devais décider quel genre d'homme je voulais être avec cette nouvelle vie. Si je voulais être quelqu'un qui a utilisé l'argent pour se venger et créer la division ou quelqu'un qui l'a utilisé pour guérir et créer quelque chose de bien. Je me rappelle quelque chose que Patricia disait que la vraie mesure d'une personne n'est pas comment elle se comporte quand elle a tout, mais comment elle se comporte quand elle a tout perdu. J'avais tout perdu. J'avais touché le fond du rocher. J'avais vécu dans la misère et le désespoir. Maintenant que je revenais, j'avais une décision à prendre. Je pourrais devenir amer et vengeur, ou je pourrais devenir quelqu'un de mieux, quelqu'un digne de l'héritage de mon père. Le soleil commençait à se coucher quand je me suis enfin levé du banc. J'ai soigneusement remis le dossier dans mon vieux sac à dos. Je suis retourné dans ma chambre pour la dernière fois. Demain, je commencerai à chercher un nouvel endroit où vivre, quelque chose de décent, quelque chose qui reflète ma nouvelle réalité. Mais ce soir, je dormais une dernière fois dans cette pièce qui m'avait gardé en vie pendant les mois les plus sombres, comme un adieu, comme la fermeture d'un chapitre douloureux mais nécessaire de ma vie. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt avec une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je savais exactement ce que je devais faire. D'abord, sortez de cette misérable chambre. Deuxièmement, contactez l'un des conseillers financiers que Steven avait recommandé. Troisièmement, et le plus difficile, décider de ce qu'il faut faire pour mes fils. Mais ça viendra plus tard. D'abord, j'avais besoin d'établir ma nouvelle vie sur une base solide. J'ai appelé le premier conseiller sur la liste, un homme nommé Robert Sandival avec 30 ans d'expérience en gestion de grands domaines. Son assistant m'a donné un rendez-vous pour ce même après-midi. Puis j'ai cherché en ligne des appartements à louer dans des quartiers décents de la ville.
J'ai trouvé une chambre meublée dans un immeuble moderne avec sécurité. Ça coûte 1200 $ par mois. Il y a 2 mois, ce prix aurait semblé impossible. C'était parfaitement raisonnable. J'ai appelé le propriétaire et nous avons accepté de nous rencontrer le lendemain. La rencontre avec Robert s'ouvrait. C'était un homme dans ses 50 secondes, chauve avec des lunettes et une façon claire et directe de parler que j'aimais immédiatement. Il n'a pas utilisé de langage compliqué ou essayé de m'impressionner avec des termes techniques. Il m'a parlé comme un homme intelligent. Je lui ai raconté toute mon histoire depuis le début. Patricia, mes fils, la misérable chambre, Arthur, les parts, tout. Robert écoutait sans interrompre. Quand j'ai fini, il s'est penché sur sa chaise et a pensé un moment avant de parler. Il m'a dit que j'avais 2 options principales. La première était de vendre toutes les actions immédiatement. Cela me donnerait environ 32 millions de dollars en espèces. Avec un investissement prudent et diversifié, je pourrais vivre confortablement le reste de ma vie avec un revenu annuel d'environ 1,5 million de dollars sans toucher le principal. La deuxième option consistait à conserver les actions et à accumuler les dividendes annuels de 2 millions de dollars. L'avantage était que la valeur des actions continuerait d'augmenter au fil du temps. Il a recommandé une troisième option hybride. Vendre 50% des actions pour avoir 16 millions de dollars en liquidités immédiates. Investir 10 millions de dollars avec prudence pour générer des revenus passifs. Conserver 6 millions de dollars comme réserve d'urgence et pour les dépenses importantes et conserver les autres 50% des actions pour continuer à recevoir des dividendes annuels de 1 million de dollars. De cette façon, j'aurai le meilleur des 2 mondes. Sécurité financière immédiate, mais aussi croissance à long terme. La proposition était parfaitement logique. Je lui ai dit de suivre ce plan. Robert commença à expliquer les étapes suivantes. Il contacterait les acheteurs potentiels pour les actions. Il négocierait le meilleur prix possible. Il structurerait les placements dans un portefeuille diversifié d'obligations, de fonds d'indexation et de biens immobiliers, tous conçus pour minimiser les risques tout en générant des revenus réguliers. Il m'a dit que le processus prendrait environ 1 mois pour s'achever complètement. Pendant ce mois, ma vie a changé de façon que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai emménagé dans le nouvel appartement. C'était beau, propre, lumineux, avec de grandes fenêtres qui laissent entrer le soleil. Il avait une vraie cuisine où je pouvais réellement cuisiner, une salle de bain privée avec de l'eau chaude constante, un lit confortable qui n'avait pas de source creusant dans mon dos. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller dans la douleur. J'ai acheté de nouveaux vêtements, pas des vêtements de créateurs chers, mais des vêtements décents et confortables. J'ai acheté de la vraie nourriture, de la viande fraîche, des légumes, des fruits, des choses que j'avais oubliées. Chaque repas ressemblait à une petite fête. J'ai retrouvé le poids que j'avais perdu. Mon visage n'a plus l'air gris. Quand j'ai regardé dans le miroir, j'ai vu une version de moi-même que je pensais avoir perdue pour toujours. Mais avec chaque petit luxe que je me suis permis, j'ai pensé à mes fils. Moïse et Ethan ne savaient rien de ma nouvelle situation. Ils pensaient toujours que j'étais un pauvre vieux qui conduisait un taxi pour survivre. Une partie de moi voulait le garder ainsi, pour les laisser dans leur ignorance. Mais une plus grande partie de moi savait que j'allais devoir les affronter. Pas pour eux, mais pour moi, de fermer ce chapitre douloureux. Un après-midi, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Ethan, mon fils cadet. Sa voix semblait maladroite et forcée. Il m'a demandé comment j'étais. C'était la première fois qu'il m'appelait en 4 mois. Je lui ai dit que ça allait. Il y avait un long silence. Puis il m'a dit que lui et Moïse avaient parlé, qu'ils avaient peut-être été trop durs avec moi, qu'ils voulaient m'inviter à dîner pour parler. Mon cœur a sauté un battement. Je voulais croire qu'il était sincère, qu'il le regrettait vraiment, mais quelque chose dans son ton m'a fait douter. J'ai accepté cette invitation. Nous avons accepté de nous rencontrer dans un restaurant le lendemain. J'ai raccroché au téléphone avec des sentiments mitigés, l'espoir mélangé au cynisme. Je voulais que mes fils m'aiment pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. J'ai décidé de ne rien mentionner au sujet de l'argent au dîner. Je voulais d'abord voir leurs véritables intentions. Je suis arrivé au restaurant 10 minutes plus tôt. C'était un modeste endroit mexicain que nous visitions quand ils étaient enfants. Ça m'a donné un peu d'espoir. Peut-être avait-il choisi cet endroit spécifiquement pour les souvenirs. Moïse et Ethan sont arrivés ensemble 5 minutes plus tard. Ils semblaient mal à l'aise.
Nous nous sommes accueillis avec des câlins embarrassants et nous sommes assis à une table dans le dos. Les premières minutes ont été remplies de conversations superficielles. Le temps, la circulation, la petite conversation. Puis Moïse prit une profonde inspiration et commença à parler. Il m'a dit qu'ils avaient beaucoup pensé, qu'ils avaient peut-être agi hâtivement après la mort de maman, qu'ils avaient compris que ça avait été dur pour moi aussi. Ethan a hurlé, ajoutant qu'il se sentait coupable de la façon dont ils avaient géré la situation de la maison. J'ai attendu. Je savais que quelque chose d'autre viendrait, et il est venu. Moïse a dit qu'ils avaient pensé à une solution, que si j'avais besoin d'un endroit pour vivre, il pourrait me louer la chambre de la bonne chez Ethan pour $350 par mois. Il pourrait m'aider. Ce serait mieux que là où j'étais maintenant, sûrement. Ethan a rapidement ajouté que, bien sûr, je devrais aider pour certaines tâches domestiques. Rien de lourd, juste des choses légères comme prendre soin du jardin ou laver la voiture à l'occasion. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Le voilà. Ce n'était pas un vrai regret. Ce n'était pas de l'amour paternel. C'était une culpabilité commode mêlée à la possibilité d'un travail bon marché. Il m'offrait de vivre dans une chambre de domestique pour mon propre fils. Il pensait être généreux. Il pensait me faire une grande faveur. J'ai regardé les deux. J'ai vu leurs visages attendus. Ils attendaient là.